Il est 11h04, mesdames, messieurs. Je vous propose de lancer notre rendez-vous. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce webinaire. Vous me connaissez peut-être, je suis Antoine, je travaille dans l'équipe marketing et communication d'Ecolearn et j'ai la chance ce matin d'animer ce webinaire. Nous inaugurons ensemble aujourd'hui un nouveau format, celui des rendez-vous de la durabilité. Lors de ces rendez-vous, nous allons convier des experts, des acteurs de l'entreprise, des témoins en tout genre, pour qu'ensemble, nous portions notre regard vers l'avenir. Nous répondions à la question, mais qu'est-ce qui vient finalement au-devant de nous? Et comment pouvons-nous nous projeter dans ce que pourra être le futur? Pour cela, nous avons donc choisi de croiser les regards, l'expérience, l'analyse de différents acteurs engagés pour la transformation durable et nous les interrogeons en toute transparence. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va advenir? Le premier thème que nous avons choisi pour lancer ce nouveau format, vous l'aurez compris, est celui des achats responsables. Si vous êtes ici, vous avez certainement entendu parler du scope 1, du scope 2, également du fameux scope 3, qui parfois représente jusqu'à 95% de l'empreinte environnementale ou sociale d'une entreprise. Et vous n'êtes pas sans savoir que les derniers événements des précédentes années, au premier rang desquels la crise du Covid-19, ont profondément souligné le besoin de résilience de la fonction achat, ont souligné le besoin d'envisager un nouveau modèle des chaînes d'approvisionnement. Alors aujourd'hui, justement, où en est-on dans cette transition? Est-ce que la fonction achat est en première ligne de la transformation durable des entreprises? Que nous réserve la suite? Eh bien, autant de questions qui appellent des réponses. Et pour y répondre, nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous Fanny Bénard, du cabinet de conseil Buy Your Way, Stéphanie Kerbach, aux multiples casquettes, qui représente ce matin l'Observatoire des achats responsables, Serge Lehenaf, qui est Chief Procurement Officer, CPO du groupe Pochet, et Arnaud Herman, CEO et cofondateur de l'organisme de formation Ecolearn, qui organise ce webinaire. Ils se présenteront à vous dans un instant. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez partager dans le chat, comme vous l'avez fait en lancement de ce webinaire, vos questions, vos remarques. Nos intervenantes pourront bien sûr rebondir dessus et nous prendrons le temps, si besoin, d'y revenir durant le temps de questions-réponses à la fin. La question a déjà été posée dans le chat, je le rappelle aux personnes qui viennent de se connecter. Vous recevrez également, bien évidemment, à la fin de ce rendez-vous, les slides et le replay de ce webinaire en intégralité sur l'adresse mail qui vous a permis de vous inscrire. Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse maintenant la parole à nos intervenantes pour qu'ils se présentent. Bon visionnage à tous et à toutes. Je propose que les intervenants se présentent dans l'ordre d'apparition des portraits. Arnaud, est-ce que ça te va de inaugurer le bal? Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Et comme le dit Antoine, je suis donc l'un des fondateurs d'Ecolearn, un organisme de formation spécialisé dans le développement durable. Et pour ma part, j'ai fait toute ma carrière en RSE, en conseil d'abord pendant une dizaine d'années chez EY. Et puis ensuite, j'ai pris la direction développement durable du groupe Accor. Et donc, comme vous le comprenez, je ne suis pas du tout un spécialiste des achats et des chaînes d'approvisionnement. En revanche, j'ai eu l'occasion d'accompagner ces sujets-là pendant tout autant de temps que mes différentes expériences. Et en particulier, j'ai vécu de l'intérieur la mise en place du devoir de vigilance chez Accor. Et ça m'a permis de mieux comprendre et d'appréhender les questions relatives à la chaîne d'approvisionnement. Je passe la parole à Fanny, j'imagine. Oui, je prends la suite. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Fanny Bénard, je dirige Buy Your Way, qui est un cabinet de conseil qui est dédié aux achats et aux chaînes d'approvisionnement responsables. On a eu 10 ans cette année, on a fêté nos 10 ans il n'y a pas longtemps et on aura d'ailleurs d'autres événements au cours de l'année pour les fêter. Je suis aussi vice-présidente de l'Observatoire des achats responsables. On est plusieurs de l'Obsar autour de cet écran aujourd'hui. Et donc, voilà, on est partenaire d'Ecolearn sur le sujet des achats responsables et c'est toujours intéressant pour moi aussi d'échanger avec différentes parties prenantes et de répondre à vos questions, surtout quand elles viennent d'un peu partout dans le monde, parce que le sujet des achats responsables n'est pas qu'un sujet franco-français. Et ça sera intéressant aussi justement de partager ensemble sur est-ce qu'on voit des différences d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, mais potentiellement aussi d'un pays à l'autre. Bonjour à tous.
Et à tous, Stéphanie Kerbar, donc je suis administratrice de l'Obsar, rapporteure de la loi économie circulaire, et puis j'ai fait partie de la commission de normalisation sur les achats responsables. Je suis très heureuse également d'être avec vous aujourd'hui, Ecolearn, à nouveau, pour partager, on va dire, toutes les dynamiques et les perspectives qui arrivent sur la question des achats responsables et de la durabilité. Merci beaucoup de votre invitation. Bonjour à tous, Serge Le Hénaf. J'ai commencé ma carrière moi, comme ingénieur de production, puis après j'ai occupé différentes fonctions au sein de la supply, des achats, directeur d'usine, directeur des achats, à chaque fois au sein d'ETI. Donc c'est vraiment le secteur des ETI. Et actuellement, je travaille au sein du groupe Pochet, donc en tant que directeur des achats, qui est une ETI qui fête cette année ses 400 ans, donc pour le coup durable. Et je témoignerai des pratiques que nous avons mis en œuvre au sein de notre groupe pour aller sur ces achats responsables depuis quelques années. Merci Serge. On a hâte d'en entendre plus sur le témoignage. Je vous présente rapidement le sommaire de notre rendez-vous. Nous allons avoir un petit temps d'échange avec vous, participants, participantes, 3 petites questions auxquelles vous pourrez répondre dans le chat qui nous permettront de comprendre un peu mieux comment vous arrivez à ce rendez-vous de la durabilité, quelles sont vos attentes. Et nos intervenants, intervenantes pourront se nourrir de vos réponses pour aiguiller leur prise de parole, aborder un sujet plutôt qu'un autre. En un mot, nous sommes à votre écoute. C'est vous qui avez la parole. Nous aborderons ensuite le cœur de notre rendez-vous avec la table ronde, une série de questions et d'échanges libres, ouverts, en toute franchise, avec nos 4 intervenants, intervenantes, sur le thème des achats responsables. Ecolearn a développé plusieurs formations que nous vous présenterons rapidement si vous avez un besoin par rapport à ça. Et nous aborderons ensuite, bien sûr, avec vous, un temps de questions-réponses si des questions auront émergé dans le chat ou sur la fin de ce webinaire. Nous commençons avec une prise de parole qui vous est adressée et vous terminerez également en posant les questions qui vous intéressent. Et nous aurons un petit temps de conclusion où nous pourrons également présenter les différentes actualités du côté d'Ecolearn, de l'Obsar ou de Buy Your Way, savoir si sur le thème des achats responsables ou d'autres thèmes, il y a des choses intéressantes pour vous à trouver sur le thème de la transformation durable. Passons sans plus tarder aux quelques questions que nous avons préparées pour vous. Celle-ci, pour celles et ceux qui sont familiers de nos rendez-vous, vous la connaissez. Pourquoi, mesdames, messieurs, êtes-vous là aujourd'hui? Je vous invite à répondre en une phrase, en quelques bullet points dans le chat. Qu'est-ce qui a pu vous intéresser sur le thème des achats responsables, un des piliers principaux vers la durabilité? Et vos réponses, comme je le disais, nous permettront donc de savoir sur quoi rebondir. Quel est votre niveau de maturité sur la question? Qu'est-ce qui vous amène à échanger avec nous aujourd'hui? Merci Oumar de lancer le bal. Apprendre sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises tout court. Et c'est tout à fait légitime comme besoin et comme ambition. On espère qu'on pourra apporter des choses qui nourriront vos réflexions, Oumar. Florence nous dit, quelles sont les premières étapes d'une politique d'achat responsable? Très belle question. Je pense qu'on a là autour de la table des gens qui auront des éléments à nous donner. La question de la traçabilité revient, de mieux conseiller les entreprises. Alex aimerait approfondir la partie certification. Certains sont en quête des dernières nouveautés et c'est aussi pour ça que nous avons conçu ce rendez-vous. Donc c'est parfait. Florence s'interroge sur la réglementation récente. Nous allons évidemment en parler. Il aidait aussi d'intégrer la partie amont, le scope 3 d'une entreprise. Stéphane Boivin, en tant que DAF, se demande comment interagir avec la direction achat. Et il est évidemment important de casser les silos, de communiquer, d'apprendre et de travailler ensemble sur ces questions de transformation durable. Siméon s'interroge sur une vue plus globale des enjeux et la mise en place de la CSRD. Nous en parlions en off un peu avec les intervenants intervenantes avant. C'est à mon avis un sujet qui sera amené sur la table. Un sujet qui arrive. Voilà, pas de spoiler, mais vous pourrez en entendre parler. Cyril, en formation RSE, aimerait acquérir une culture générale sur le sujet. Déjà présent hier, à mon avis, vous êtes en bonne voie pour avoir des billes intéressantes et des connaissances valides. Une méthodologie pratique pour Laurent qui nous suit de la Réunion. Merci à tous et à toutes pour ces réponses.
J'imagine que nos intervenants ont pu piquer un petit peu des éléments qui les intéressent, sur lesquels il ou elle aimerait revenir. Merci d'avoir si activement participé dans le chat. Nous allons pouvoir passer à la question suivante. Cette fois, c'est à vous de répondre avant d'écouter nos intervenants et ce qu'ils ont à dire. Que signifie pour vous achat responsable? Pareil, en une phrase, une courte définition, un bullet point, que nous voyions un petit peu les différents points de vue, les différentes expériences, les différentes opinions qui peuvent s'exprimer. Nous sommes dans un espace ouvert d'échange. Audrey choisit de parler d'achat durable. Victoria parle d'un cercle vertueux en lien avec les partenaires. Stéphane se concentre sur la sélection des fournisseurs sur une base de critères durables. Très intéressant. Jean-Gaël, lui, avance la question d'une vision systémique. Françoise, elle, aimerait avoir les fondements de la RSE dans la politique achat. Laurent parle d'améliorer la chaîne de valeur. La question de la sélection des fournisseurs revient. Abdoulouridine, qui nous suit depuis l'Afrique, parle de faible empreinte écologique. Certains voient aussi le lien avec les enjeux climatiques, très intéressant. Il y a la question aussi de l'avantage concurrentiel. Peut-on trouver un intérêt, une opportunité business à responsabiliser sa chaîne d'approvisionnement? Florence nous parle d'enjeux d'aider, comme le social, la circularité. J'ai vu plusieurs fois également le terme de cycle de vie qui est revenu. Et la question, bien sûr, des impacts qui est centrale. Question d'acheter moins aussi. Jean-Gaël, merci de la poser. On pourra y revenir. La chaîne des priorités aussi et les valeurs propres à chaque entreprise, puisqu'effectivement, chaque entreprise doit avoir sa chaîne d'approvisionnement, ses contraintes fournisseurs, ses contraintes prestataires. La question de l'éco-score est soulevée par Audrey. Et la maîtrise du scope 3, qui sera effectivement, je pense, un sujet sur lequel nous pourrons nous épancher un peu plus longuement. Merci à toutes et à tous pour ces réponses à cette deuxième question. Nous terminons rapidement, avant de lancer notre table ronde, une question pour savoir d'où vous venez. Quels sont les horizons qui vous ont amené ici? Rapidement, dites-nous dans le chat si vous connaissez Buy Your Way, si vous connaissez Ecolearn, si vous connaissez Lopsar. Est-ce que vous connaissez les trois? Que nous voyons un petit peu comment les communautés se rencontrent, d'où viennent les gens. Certains connaissent les trois. Bravo Audrey, 3 à la suite, c'est le bingo. Certaines viennent du côté d'Ecolearn, de Buy Your Way, d'autres de Lopsar. C'est super, nous avons autour de la table des communautés qui se rassemblent. Ravi de voir autant de gens de la communauté Ecolearn, à nouveau des gens de Buy Your Way, des gens qui peut-être ne connaissent aucun des trois, et c'est aussi extrêmement bénéfique pour nous, et une source de joie d'accueillir des personnes qui nous découvrent là sur ce rendez-vous. Laurent connaît les trois et est stagiaire Ecolearn, on espère que la formation se passe bien. Nous avons même de fidèles apprenants. Merci pour cette fidélité, que ce soit sur les parcours d'apprentissage ou bien sur les formations. Entendu, et nous croisons les doigts avec vous, Ibtissem. Merci d'avoir répondu à cette question, mesdames, messieurs. Nous allons pouvoir passer au moment de table ronde. Je vais à présent couper la présentation pour que nous puissions entrer dans quelque chose de plus interactif. Je vous invite à faire un affichage des différents intervenants, intervenantes en plein écran pour que vous puissiez vraiment avoir les prises de parole en grand écran devant vous. Et nous allons pouvoir commencer cette table ronde avec un premier tour de questions. La première question que j'aimerais poser à nos intervenants aujourd'hui est la suivante. Selon vous, aujourd'hui, où en est-on dans la transition des chaînes d'approvisionnement? Dans un premier temps, pour maîtriser les risques et dans un deuxième temps, pour optimiser les opportunités associées aux problématiques sociales et environnementales. Je vous propose de prendre librement la parole et vous pourrez ensuite rebondir sur les réponses les uns les unes des autres. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bien ouvrir peut-être, si ça te dit, Antoine. Avec plaisir, merci Stéphanie. Avant de commencer sur toutes les questions environnementales, sociétales, etc., il y a une chose qui est importante qu'il faut garder en tête, c'est la notion de propagation de l'information aujourd'hui, qui tourne autour de 175 minutes et donc juste un peu moins de 3 heures. Donc aujourd'hui, tous les risques auxquels peuvent être exposés une entreprise, la divulgation de l'information sera très rapide et il y
a toujours ce que l'on appelle le risque réputationnel. Et je crois que c'est ça surtout qui a fait que les entreprises ont pu s'emparer d'abord de la norme donc ISO 26000. Tout à l'heure, il y avait une question sur la RSE et le quid avec le lien sur les achats responsables. Peut-être que ce qui peut être bien, c'est de rappeler les 7 questions centrales de l'ISO 26000 juste très rapidement et en préambule. Je trouve que ça se présente bien. Donc, il y a toute la notion de la gouvernance des structures, les droits humains, les relations, conditions de travail, la responsabilité environnementale, la loyauté des pratiques, les questions relatives autour du consommateur et sa protection, et puis toute la dimension de développement dynamique local et des communautés. Donc, une fois que l'on a bien ces 7 questions centrales en tête, eh bien, c'est de voir comment les achats, justement, sont impactés sur ces 7 questions centrales, et ça ouvre la voie du coup pour décliner une politique achat responsable. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on a cartographié ces risques, etc., mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus durant la conférence, eh bien que l'on peut identifier les risques auxquels l'entreprise, enfin la structure, l'organisation risque d'être soumise. Peut-être pour enchaîner, alors où on en est aujourd'hui de tout ça, c'est intéressant de voir l'évolution dans le temps. Bayer a 10 ans, Lopstar bien plus de 10 ans maintenant, puisqu'on en est à notre 15e baromètre. Donc le sujet des achats responsables, il n'est pas si récent, et pourtant j'ai l'impression que sa diffusion, elle est quand même, enfin, peut-être que ça se répande beaucoup plus, c'est beaucoup plus récent, et on le voit avec des marques d'évolution de la réglementation. Et donc, pour répondre à où on en est aujourd'hui de la transition des chaînes d'approvisionnement sur la maîtrise des risques et l'optimisation des opportunités, je vais peut-être faire une réponse qui peut paraître étrange, c'est que je trouve qu'on s'améliore dans la maîtrise des risques et l'évolution de la réglementation, l'arrivée du devoir de vigilance 2017 en France, et puis les discussions qu'il y a actuellement sur... Alors, il y a la CSRD d'un côté, et puis il y a la CS3D de l'autre, la CSDDD, la Corporate Social Due Diligence Directive, qui est en fait une loi, un règlement une réglementation de devoir de vigilance européen qui est en train d'arriver et qui va toucher beaucoup plus d'entreprises. Le sujet de la maîtrise des risques, donc comment j'identifie mes risques et je les maîtrise, je trouve devient de plus en plus prégnant dans les entreprises, principalement les grosses aujourd'hui, mais en fait, ça cascade aujourd'hui chez les fournisseurs de ces grosses entreprises. Par contre, je trouve que le sujet de opportunité associée à ces enjeux est peut-être un peu en baisse. Et en fait, nous, on l'a vu dans notre pratique du conseil, c'est qu'avant 2017, quand on avait des démarches achats responsables, il y avait 2 grands cas. Soit c'était un scandale, en gros, on était soumis au fait que médiatiquement ou dans le grand public, il y avait eu un scandale, une ONG nous attaquait, etc. Soit parce qu'il y avait une vraie volonté, une vraie vision, et on avait des projets avec beaucoup de valeurs qui étaient peut-être plus restreints. Ça concernait une filière, une catégorie d'achat, une thématique, mais on travaillait vraiment sur les opportunités liées aux achats responsables. Et puis la réglementation, elle est venue vraiment poser le sujet maîtrise des risques. Et puis même autour de la table se sont greffées les directions compliance, les directions juridiques, etc. Et donc on changeait un peu de scope, vraiment le sujet de je maîtrise mes risques. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien parfois qu'on remette un peu de sens sur les sujets opportunités, achats responsables parfois. Et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec les PME, beaucoup de PME se mettent à faire des achats responsables avec ces visions-là. Et après, où on en est dans la maîtrise des risques, en fait, il y a encore aujourd'hui des entreprises, même soumises à la loi sur le devoir de vigilance, qui n'ont toujours pas fait la cartographie, qui n'ont pas toujours d'outils de maîtrise des risques pertinents. Donc, on a avancé dessus, mais et il y a des entreprises qui font très bien le job de maîtriser leurs risques. Il y en a sur lesquels on a encore besoin de monter en compétences et aussi d'avoir des ressources en interne pour pouvoir faire ce travail correct de maîtrise des risques. Donc, une réponse un peu ambivalente, ça s'est amélioré bien sûr sur la maîtrise des risques. La réglementation nous a aidés et va continuer à nous aider. Il y a un petit sujet sur le fait de comment on optimise les opportunités, même s'il y a des tas de directions à chaque île. Et puis ce sujet vraiment opportunité côté PME, TPE. Peut-être aussi rajouter, avant de passer sur un autre sujet, comment dire, il faut rappeler aussi en préambule qu'une démarche achat responsable ou RSE, quelle qu'elle soit, doit venir vraiment du management et des directions. Et ce qu'on s'aperçoit, il y a une étude là qui vient de sortir, c'est qu'au cœur des discussions entre les actionnaires et les dirigeants, eh bien, la question du climat a occupé 20%
du temps des assemblées générales. Ça a généré 29% de l'ensemble des questions. Et ces questions ont concerné aussi bien la manière dont les entreprises prévoient de sortir du plastique, leur méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre, ou encore la façon dont elles respectent les accords de Paris et les financements des énergies fossiles. Si cela vous intéresse, c'est paru dans les Échos là, le 13 juin. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la question des achats responsables de la RSE eh bien, est vraiment prégnant à tous les niveaux de l'organisation. Peut-être pour apporter un regard complémentaire, alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne me considère pas du tout spécialiste des achats, donc j'interviens plutôt avec mon point de vue un peu plus généraliste et d'observateur des pratiques de RSE d'entreprise. Mais je partage complètement ce qui a été partagé en particulier par Fanny sur cette espèce de paradoxe entre le fait que, et j'en témoigne pour accord, les achats ont été probablement la première fonction à s'impliquer significativement dans la démarche de RSE en dehors de la direction développement durable. C'était très net et ça date d'il y a plus de 20 ans. Hein. C'était dès le début des années 2000 avec une approche effectivement basée sur les risques et la gestion des risques, mais aussi tout de suite après des initiatives très portées sur les opportunités. Et force est de constater que 20, 25 ans après, eh bien, on ne peut pas voir un raz-de-marée de déploiement de ces démarches dans tous les secteurs d'activité systématiques. Il y a eu des progrès très, très notables dans certaines industries, c'est indéniable. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une très forte hétérogénéité des pratiques d'un secteur d'activité à l'autre. Avec des drivers, des éléments de motivation qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et effectivement, la loi a permis de mettre une cote, une exigence minimale pour les grands donneurs d'ordre, mais avec cet effet de contre-coup sur lequel, Fanny, tu insistais, du fait que ça a orienté beaucoup l'attention sur la gestion des risques et moins sur tout ce qui vient après. Et malheureusement, tout ce qui vient après est encore plus important. C'est-à-dire que, Antoine, tu l'as rappelé, mais les chaînes de valeur sont aujourd'hui le siège des principaux enjeux des entreprises multinationales, grandes donneurs d'ordre, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. De par la construction de l'économie qu'on a suivie, la mondialisation qui est arrivée ces 30 dernières années, voilà. Aujourd'hui, les enjeux sont dans la chaîne de valeur. Ils sont beaucoup moins dans les usines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui appartiennent à l'entreprise, mais le problème se situe là. Et on ne pourra pas apporter une réponse à la hauteur des enjeux et notamment s'inscrire dans les limites planétaires, dans les planchers minimums sociaux qu'on doit atteindre, en ayant simplement une casquette de contrôleur et de gestionnaire des impacts, enfin de contrôle des impacts qui interviennent. Et donc, il y a un champ immense de collaboration qui doit se mettre en place pour entrer dans une démarche de co-construction, d'identification de solutions qui, me semble-t-il, n'est pas assez dynamique. Autrement dit, on n'est pas du tout à l'échelle aujourd'hui sur la gestion des enjeux. La seule source de satisfaction qu'on peut trouver, c'est qu'il y a quand même quelques démarches très inspirantes qui ont émergé ces dernières années. Je pense à la cosmétique, je pense même au secteur du textile, il y en a probablement plein d'autres, qui montrent une mobilisation à l'échelle de l'industrie, qui me paraît indispensable. C'est-à-dire que les acteurs seuls d'une chaîne de valeur ne pourront pas résoudre les problèmes qu'ils ont créés au fil du temps dans ces mêmes chaînes de valeur. Donc, il va falloir une mobilisation de l'industrie dans son ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que sous l'égide de grands donneurs d'ordre et de leaders, je pense à L'Oréal par exemple dans la cosmétique et d'autres, le Fashion Pact dans le textile sous l'égide de Kering, mais aussi d'autres, on voit se déployer des démarches qui associent tous les acteurs de la chaîne. Donc ça, c'est plutôt encourageant, mais malheureusement, on en est encore à des éléments de déploiement qui sont limités. Et j'ajouterais, parce que ça me vient à l'esprit, mais qu'il y a quand même pas mal d'écueils qui se dressent à la prise en charge, enfin, au déploiement de ces démarches. Et me semble-t-il, la toute première d'entre elles, c'est l'absence de données, voire l'absence de traçabilité. Donc aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre se rendent compte, mais je parle sous le contrôle d'acheteurs professionnels, c'est que, par exemple, chez Accor, on ne connaissait pas sa chaîne de valeur. Et quand on commençait à la connaître, on n'avait absolument pas de données sur la performance sociale et environnementale de ses fournisseurs. Et ça me semble être un élément voilà, de frein considérable, puisqu'on ne peut pas gérer correctement des éléments dont on n'a même pas connaissance. Et pour rebondir sur ce que dit Arnaud, effectivement, c'est essentiellement un sujet sectoriel. Alors, le groupe Pochet travaille justement dans le domaine du luxe cosmétique et avec des grands donneurs d'ordre. Pendant longtemps, ça a été un sujet de grande entreprise. Et la loi a fait que
par cascade, une ETI comme la nôtre, qui fait 500 millions d'euros, a été directement concernée et l'impulsion est venue des donneurs d'ordre. Maintenant, le sujet, depuis déjà quelques années, on se l'est approprié parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de vrais éléments de différenciation, de création de valeur. D'une part, de répondre aux demandes de nos clients et puis aussi vis-à-vis de nos sous-traitants, puisque nous, on utilise énormément d'entreprises, de PME, de TPE pour travailler avec nous. Et la crise étant passée par là, on s'est rendu compte que augmenter le niveau de dialogue avec eux, les responsabiliser par rapport à là où on souhaite aller était essentiel. Et ça implique de rajouter beaucoup de cordes à l'arc de l'acheteur qui, pendant des décennies, a été focalisé sur l'aspect économique et qui, très, très vite, doit, en tout cas dans nos organisations de taille moyenne, évoluer avec, on a cité le devoir de vigilance, il faut aller chercher de l'innovation, il faut… j'ai vu qu'il y avait une question sur le dialogue avec les DAF. Oui, les délais de paiement sont au cœur des sujets. Il y a plein de sujets qu'il a fallu acquérir très, très vite. Merci Serge pour ce témoignage du côté du groupe Pochet. Avant que nous passions à la question suivante, est-ce que vous souhaitiez encore compléter cette première salve de réponses? Peut-être il y avait une question sur est-ce qu'on peut donner des exemples d'opportunités et Stéphanie a commencé à répondre sur le chat avec les sujets d'éco-conception, sur le fait d'intégrer des matières recyclées. Serge a commencé à répondre aussi en disant que avoir une démarche d'achat responsable. Et puis, il faut souligner aussi que le groupe Pochet est labellisé relations fournisseurs et achats responsables. Donc, sur l'ensemble de sa démarche achat responsable, toutes les pratiques et dedans, il y a des vraies opportunités, comme le disait Serge, sur la relation fournisseur et comment, quand on améliore la relation fournisseur, qui est un pan complet des achats responsables qu'on a tendance à oublier parfois, en fait, on va chercher de l'innovation, on a des meilleurs partenariats. En cas de crise, on peut être aussi livré plus vite. Et en fait, ça, c'est des réelles opportunités achats. Donc, il y a le sujet de comment on va travailler de l'innovation en matière, il y a comment on va travailler la relation fournisseur qui va créer des opportunités achats d'innovation. Et puis, une opportunité achat responsable, c'est aussi comment on valorise auprès du consommateur final quand on a une filière plus responsable, quand on a aussi des personnes à qui on peut apporter des plus sociaux, par exemple. Alors, on citait la cosmétique. L'Oréal a des gros programmes qu'on appelle Solidarity Sourcing, d'amélioration aussi des conditions de vie de communauté au-delà de leurs fournisseurs en tant que tels. Donc, tout ça, c'est des opportunités qui vont au-delà de la pure et dure maîtrise des risques, entre guillemets. Et puis, quand on rentre par les… Enfin, moi, ce que je trouve fabuleux dans les achats responsables, c'est que quand on rentre par les achats, il y a un moment, on se pose forcément la question du business model. Parce qu'en fait, une entreprise, comme on peut voir ça comme une machine, une boîte, et puis il y a tous les intrants qui vont avoir un impact forcément sur ce qui sort. Et les achats, on gère tous les intrants, tout ce qui rentre. Il y a un chercheur qui s'appelle Jean Potage et qui dit que les acheteurs, c'est des gestionnaires de ressources externes. C'est un peu ça aussi. Et donc, forcément, quand on commence à se poser des questions sur l'impact des achats, on se pose la question du business model et de ce qu'on vend à la fin. Et donc, c'est vraiment un levier puissant aussi d'opportunités sur des changements de business model, des changements de produits, des innovations, etc., etc. La connaissance aussi de l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient en amont ou en aval, au regard de la chaîne de valeur. Et puis aussi, peut-être ce qu'il est bon de rappeler, c'est quand une organisation met en place une politique RSE et puis une déclinaison au sein des achats responsables, eh bien, quelque part, c'est également un levier d'attractivité pour les salariés. Et on voit aujourd'hui que, eh bien, c'est chez les jeunes qui vont commencer à travailler, c'est une vraie préoccupation dans le choix de la compagnie qu'ils vont rejoindre. Donc, c'est aussi quelque chose, indépendamment du cœur de métier, on va dire, la notion de la satisfaction des parties prenantes et notamment des salariés. Merci Stéphanie, merci Fanny pour ces compléments de réponse. On espère que ça répond à votre question, Anne-Laure. Comme Anne-Laure, n'hésitez pas à nous partager vos questions et on peut y rebondir spontanément au fil des échanges. Je vous propose maintenant une deuxième question pour poursuivre nos échanges qui va être plus portée sur les 3-5 dernières années et qui est de dire en quoi les crises des dernières années que nous avons connues ont pu refaçonner l'approche des achats
et les modèles d'approvisionnement en entreprise. Serge, peut-être Je vais peut-être commencer. parce qu'il a vécu en vrai. Ces 3 dernières années, oui, on va commencer par la crise Covid qui a créé, je dirais, un arrêt complet. Et puis juste après la crise, un redémarrage très fort, donc au-delà des capacités de production souvent. Donc, qu'est-ce que ces dernières années, on a eu à gérer d'une part de la pénurie et d'autre part un manque de capacité criant auprès de nos fournisseurs ou du moins de nos sources classiques. Et c'était très, très paradoxal. Et comme le soulignait en fait Fanny, c'est la proximité avec les fournisseurs. D'une part, et le dialogue qu'on a depuis de nombreuses années avec les principaux, ceux qu'on va qualifier de stratégiques, donc plutôt les matières premières pour nous qui sont une entreprise de transformation, qui permet de pallier à ces crises et de trouver des solutions ensemble. Les solutions ensemble étant pas forcément d'avoir tout ce qu'on veut au moment où on le veut, mais de pouvoir savoir quand est-ce qu'on pourra l'avoir et d'avoir la vision de comment s'organiser ensemble. Ça, c'était un des points les plus importants. Et quel impact ça a? Ça a des impacts relativement, je dirais, concrets. Si je prends quelques exemples, on entend souvent parler de relocalisation. Pour nous, ce n'est pas tout à fait ça le sujet. Ce n'est pas la relocalisation complète, c'est relocaliser des opérations ou agglomérer des opérations pour simplifier les chaînes d'approvisionnement. Ça a été un vrai sujet pour nous. Simplifier les chaînes d'approvisionnement pour les rendre plus lisibles et puis parfois aussi pour tout simplement mieux les connaître. Et ça a dû renforcer nos pratiques de connaissance de nos chaînes d'appro parce qu'en fait, se contenter du rang 1, du rang 2 n'est parfois absolument pas suffisant pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis l'autre impact, tout simplement, c'est que ça a accéléré notre transformation de manière phénoménale. L'utilisation de matériaux recyclés, les changements de pratiques en termes de consommation, de modification au sein même de nos usines, ça a été un boost assez impressionnant. Ça nous a obligés à remettre en question certaines choses qui paraissaient somme toute évidentes. On n'a pas de difficulté à approvisionner un certain nombre de choses pendant des années. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve avec une pénurie qui, au final, met notre activité en difficulté. Donc, beaucoup d'éclairage de l'ensemble des données de nos fournisseurs et une meilleure connaissance en fait de notre écosystème. C'est vraiment ça que ça a changé. Peut-être sur l'évolution des pratiques et ce qu'on voit à la fois, enfin ce que je vois en tant que consultante dans les entreprises que j'accompagne, et puisqu'on voit aussi à l'Obsar, et Stéphanie pourra peut-être repartager aussi sur les résultats de notre baromètre, où là maintenant on a quand même beaucoup d'historique depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, je le disais déjà en introduction, l'évolution de la réglementation, je ne reviendrai pas dessus, mais ces évolutions-là. Il y a pour moi, et Serge en parlait en tant que TI, c'est-à-dire cette cascade de c'était un truc de grosse boîte, et puis en fait, les grosses entreprises mettaient en place leur démarche achat responsable, ça cascade sur leurs fournisseurs, qui cascade sur leurs fournisseurs. Et donc nous, on voit de plus en plus quand même venir vers nous des clients de plus petite taille. Et aujourd'hui, BayerWare accompagne même des entreprises qui font 60-70 personnes à la mise en place de leur démarche achat responsable. Alors forcément, on ne le fait pas de la même façon que quand on accompagne un groupe multinational de 300 000 personnes. Mais donc, moi, je trouve que sur la taille des entreprises, c'est quand même plus trop un truc de grosse boîte et on a de plus en plus de TI, comme le groupe Pocher et d'autres. Et maintenant de TPE-PME, ça c'était un premier sujet, plutôt sur l'évolution des tailles d'entreprise. Et le deuxième sujet, c'était l'explosion du sujet climatique, dont on ne parlait pas du tout il y a encore 2-3 ans. Enfin, vraiment, c'était pas du tout, c'est un peu, mais en gros, c'était pas le sujet, quoi. On parlait des enjeux sociaux à la base. Il y avait beaucoup comment je gère les droits de l'homme sur ma chaîne d'appro. C'était quand même, on venait vers ça. Le sujet climatique, ça fait 2-3 ans que là, c'est vraiment en train d'exploser. Alors, ce qui est extrêmement intéressant parce que, comme on le disait, Stéphanie le rappelait, les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre des achats sont énormes. Quand on fait le bilan carbone d'une entreprise en scope 3, les achats, c'est majoritaire.
pour une grande partie des entreprises et une grande partie des secteurs. Mais, et donc, les moyens à mettre sont aussi, pour diminuer, les leviers sont énormes. Mais, le climat est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'à force de parler des enjeux climatiques et d'émissions de gaz à effet de serre, on oublie les autres sujets, les sujets de ressources, de biodiversité, parfois même les sujets sociaux. Voilà, il n'y a pas longtemps, on a commencé à travailler avec un client où la démarche achat responsable n'est devenue que les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre et tout le reste a disparu. Donc, c'est comment aussi on n'oublie pas le fait qu'il y a d'autres enjeux en termes de responsabilité sociétale et d'achat responsable. Et le deuxième point, c'est les enjeux énormes que ça pose et que ça va poser en termes de collecte de données et en termes de gestion de la data pour les directions achats qui aujourd'hui ne sont, même dans les grosses entreprises, pas équipées à gérer une aussi grande quantité de données. Et nous, chez Bayerouet, on travaille beaucoup sur ces sujets de Scope 3, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on fait face à des directions achats qui ne sont pas encore dotées d'outils assez puissants pour pouvoir collecter la bonne donnée, pour pouvoir, mesurer correctement et deux, mettre en place leur trajectoire. Et ça va être pour moi le gros challenge à venir, mais qui fait que cette évolution des 2-3 dernières années sur les sujets climatiques fait que ça pose de nouveaux enjeux et de nouveaux défis aux directions achats. C'est cela, mais on peut remarquer aussi que sur la RSE, de manière générale, il y a toujours eu l'ISO 26000, ça a été publié fin 2010, et depuis fin 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu, alors moi j'appelle ça un effet de mode, alors je ne sais pas si le terme est très juste, mais en tout cas, on a toujours eu des périodes où on parlait beaucoup d'un sujet. Par exemple, je me rappelle, et ça va être le cas aussi pour vous, mais de QVT, qualité de vie au travail, d'intégration des personnes en situation de handicap, l'économie sociale et solidaire. Il y a eu comme ça des périodes. Et alors, moi, je vois ça de manière à ce que… et puis, aujourd'hui, nous en sommes au devoir de vigilance et puis à la question du climat. Donc, en fait, c'est comme si toutes ces années avaient rajouté des briques pour construire la RSE. Et ce que dit Fanny est vraiment important, c'est de ne pas perdre la vision globale, c'est-à-dire que de ne pas s'enfermer. Justement, aujourd'hui, on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas oublier à côté toute la question des droits humains. Donc, vraiment travailler de manière systémique la question de la RSE et non pas par pilier. Surtout qu'en plus, au regard des raisons d'être, des chaînes de valeur de chaque entreprise, eh bien, une entreprise peut être concernée beaucoup plus par un pilier que par un autre. Donc ça, il faut vraiment aussi le garder à l'esprit. Fanny parlait d'explosion de la question du climat et puis des catastrophes, etc. Mais il y a également eu une explosion, je dirais, côté législatif, puisque on a vu qu'il y avait le devoir de vigilance qui tend à se renforcer au niveau européen, et ça, c'est plutôt bien. Toute la question de la CSRD et puis la CR3D, on va y revenir aussi peut-être un petit peu plus tard. La loi sur l'économie circulaire, la loi PAC, la question de la raison d'être. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a toute une émulation côté législatif et réglementaire. Et donc, c'est comment s'y retrouver, comment nager dans tout ça. Et l'Observe aussi, d'ailleurs, sur ces questions-là. Merci. Alors, pour ma part, pour reprendre la question qui est posée sur les évolutions conduites par ces 3 années de crise, il y a 2 points qui me viennent spontanément à l'esprit avec un peu plus de recul, encore une fois, parce que je ne suis pas dans la situation d'être dans le métier, au sein des métiers des achats et de l'approvisionnement. C'est plutôt une bonne nouvelle, et un deuxième point qui est plutôt une source d'inquiétude. La bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est qu'il y a une vertu très puissante à cette crise, c'est qu'elle a revalorisé le métier de l'acheteur. Mon expérience, qui a été étayée par d'autres entreprises que Accor, mais c'est que j'ai le sentiment que ces dernières années, le métier des achats, le métier d'acheteur avait été plutôt dévalorisé. C'était devenu un métier qui était moins à la mode, moins mis en avant, considéré un peu plus comme une commodité qu'il fallait satisfaire pour que l'entreprise fonctionne, et avec une importance plus forte octroyée, je sais pas, à la marque, aux finances, à d'autres métiers plus sexy, j'ai envie de dire. Et la crise a eu le mérite de démontrer qu'on a beau avoir une marque très puissante, on a beau avoir des finances saines, on a beau avoir un environnement IT super agréable et attractif, s'il n'y a pas de produit qui rentre, tout s'arrête.
Et donc, on est revenu quand même à des fondamentaux de se dire, bah voilà, les gens qui font tourner la boutique, c'est quand même les gens, et j'aime beaucoup l'expression que tu as utilisée, Fanny, le responsable des ressources externes. Bah, sachant que la quasi-totalité des ressources aujourd'hui viennent plutôt de l'externe, on a toujours bien sûr les ressources internes, les ressources humaines, mais les ressources naturelles en réalité viennent beaucoup de l'externe. Et donc, sans ces ressources-là, bah, l'entreprise s'arrête. Et donc, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de personnes dans l'entreprise ont pris conscience que bah, voilà, les achats étaient fondamentaux et que sans eux, bah, l'entreprise s'arrêtait tout simplement et qu'on n'avait plus de produits, on n'avait plus de capacité à faire tourner les usines, on n'avait plus de capacité à livrer les clients, que c'était problématique. Donc ça, je pense, je ne sais pas si Serge le témoignera de son expérience, mais je pense que c'est plutôt un élément positif parce qu'on remet à un niveau de visibilité et d'enjeu une fonction qui, me semble-t-il, avait été un peu délaissée ces dernières années. Et ça se traduisait aussi par un mal-être, je crois, de la fonction achat avec pas mal de départs, de gens qui étaient moins investis dans ce métier. Donc, ça redonne beaucoup de valeur et de sens à ce métier. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'ils vont être probablement dans une situation plus forte pour accélérer à l'avenir. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est plutôt une source d'inquiétude, c'est que quand on se projette quand on fait un peu cet exercice de prospective qui est toujours très délicat, mais quand on regarde un petit peu où on en est dans la situation environnementale, sociale, les manifestations des limites planétaires, etc., on ne peut que malheureusement craindre que les 3 années de crise qu'on a vécues ne soient qu'un prémisse de crise future beaucoup plus régulière et beaucoup plus ample. On est probablement rentré, de par voilà, ces manifestations sociales et environnementales, dans une période de crise assez systémique, probablement d'ampleur de plus en plus grave. Et donc, ce qu'on a vécu ces 3 dernières années avec un peu un rôle de pompier des acheteurs ne va probablement faire que s'amplifier. Et ma crainte vient du fait que là, ce que Serge a décrit, je le trouve assez remarquable parce que vous avez eu cette capacité à prendre du recul et à avoir des réponses d'ordre stratégique à des problèmes opérationnels. Je ne suis pas certain que ce soit la position qui a été suivie par la plupart des directions achats qui ont, je pense, beaucoup eu tendance à courir après le temps et à mettre un peu des sparadraps, des rustines sur les éléments de chaîne de valeur qui crevaient et qui fuyaient. Et malheureusement, on va être un peu obligé de changer la roue en roulant à l'avenir sur l'émergence de chaînes de valeur beaucoup plus résilientes et beaucoup plus circulaires et beaucoup plus responsables. Et voilà, on va devoir demander beaucoup à des équipes achats qui sont probablement épuisées parce que les années passées ont été difficiles, je pense, parce qu'il y a une sollicitation extrême à tout moment avec cette succession de crises. Et on va devoir en demander encore plus et voilà, d'être à la fois capable de gérer l'urgence immédiate, de satisfaire l'approvisionnement à l'instant T, mais aussi de réfléchir à une évolution à 10 ans en se disant bah, comment vous allez réfléchir le fait que demain, je ne sais pas, le blé, il n'y en aura plus, l'eau sera indisponible sur tel bassin versant, etc. etc. Et donc ce double jeu, cette double temporalité me paraît probablement assez difficile à gérer et ça ne va pas être simple. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Arnaud, oui, effectivement, ces dernières années, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de frustration au sein des achats par rapport à d'autres fonctions. Moi, j'ai eu la chance de toujours modifier les organisations. Par contre, il est vrai qu'on était plus dans une augmentation de la couverture des achats au sein de l'entreprise, tendre vers les achats gèrent ou directement ou indirectement de plus en plus un périmètre qui tend vers les 100%, voire même faire des choses très complexes qui tenaient à l'ingénierie, à la performance financière sur certaines matières premières. Là, on est revenu assez brutalement aux fondamentaux. Les achats stratégiques qui, comme tu l'as dit, permettent de faire en sorte que l'activité de l'entreprise soit maintenue. Et on va dire, toutes les forces vives ont été concentrées sur comment on met sous contrôle et comment on assure le futur sur ces questions d'accès à la ressource dans des manières, d'une manière éthique et durable, puisque l'enjeu il est là. Et comment on se réinvente pour aller chercher des choses qui n'existent pas dans des filières de recyclage qui émergent, qui ne sont pas matures, qui présentent des risques. Comment on arrive à intégrer tout ça
comment on arrive à faire se développer. Et ça passe par des partenariats et autres. Donc, beaucoup de choses qui en tout cas, dans une société dans laquelle je suis, n'étaient pas habituelles. On fait de l'innovation, mais on fait de l'innovation produit. Aller chercher de l'innovation beaucoup plus chez nos fournisseurs, conceptuellement, oui, bien sûr, ça fait partie du rôle de l'acheteur, mais ce n'était quand même pas le gros de l'activité. Là, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu, c'est devenu un véritable enjeu. Et comme tu le mentionnais, c'est vrai que l'acheteur va devoir se réinventer, va devoir intégrer beaucoup de nouvelles dimensions, et on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais la formation, pour le coup, et la compréhension des enjeux est cruciale. Est vraiment crucial pour se projeter et pour modifier notre appréhension tout simplement des stratégies par famille d'achat. Puisque si on vient à quelque chose de pragmatique, c'est comment je construis ma stratégie à moyen terme sur une famille d'achat donnée en intégrant un certain nombre de problématiques qui sont actuelles et peut-être certaines qu'on n'identifie pas encore complètement. Merci à chacune de vous pour ces différentes prises de parole sur la question. Merci aussi d'avoir ce regard donc un petit peu vers ce qui nous attend. Serge, tu parlais à l'instant un peu d'un acheteur qui va devoir se réinventer. Et c'est ça qu'on va essayer de trouver aussi dans ce rendez-vous. C'est qu'est-ce qui nous attend pour la suite. La question là qui va suivre, elle a déjà été abordée dans certaines de vos prises de parole. Par exemple, dans l'idée qu'on a vécu un prémisse de crise peut-être. Et c'est la suivante. Selon vous, quels sont les obstacles pour accélérer vers des achats plus responsables? Que ressentez-vous aujourd'hui de ce point de vue-là? Alors aujourd'hui, il y a toute la... Si on prend le début, vraiment la volonté... On voit que les équipes opérationnelles sont demandeurs. Elles sont prêtes, elles veulent y aller. Voilà. Sauf que s'il n'y a pas une volonté, je le redis, mais vraiment du plus haut de la direction du groupe, etc., pour déployer des achats responsables dans l'organisation, eh bien déjà, ça, ce sera le premier frein, en tout cas, voilà, la première marche à passer. Ensuite, sur l'ensemble des thématiques achats responsables, si par exemple, je ne sais pas si on peut être exhaustif ce matin, mais en tout cas, si on prend l'exemple de l'économie circulaire, donc à vouloir à faire des achats intégrant de la matière recyclée ou eh bien de l'éco-conception intégrant également de la matière recyclée, une des premières difficultés, c'est que le marché de la matière recyclée eh bien, n'existe pas forcément. Donc, il y a la future loi là, qui arrive, Industrie verte, qui va bientôt être discutée. Moi, je souhaite vraiment que cette loi puisse impulser une nouvelle dynamique sur justement toute la question de la thématique de l'économie circulaire, qu'on puisse massifier les matières, que l'on puisse travailler interfilières, créer de nouveaux outils industriels sur le recyclage, sortir certaines matières ou de coproduits process qui aujourd'hui ont un statut déchet, et bien faciliter cette sortie déchets pour qu'elle puisse être réutilisée, enfin que cette matière ou ces coproduits puissent être réutilisés par une autre industrie. Donc voilà le problème, les problèmes, les difficultés que les achats ont à passer. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas forcément dans leur cours. C'est pas eux aujourd'hui qui vont mettre en place cette dynamique de nouveaux outils industriels. Donc je dirais que voilà, c'est agir sur quelque chose, sur des freins sur lesquels le service achat n'a pas la main. Et voilà, donc je vais laisser la parole pour interlocuteurs, mais je crois que c'est vraiment là un des gros sujets. On a vu qu'aujourd'hui, nous sommes dans des chaînes, des supply chains mondialisées, internationalisées, et tout ne se passe pas à proximité. Donc, agir sur ce qui se passe plus loin, mais parfois, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si Serge voulait réagir, sinon je peux enchaîner les obstacles aujourd'hui qu'on voit. Alors,
on les voit dans le baromètre des achats responsables. Et ce qui est intéressant de l'Obsar, c'est qu'on voit baisser certains obstacles qui étaient notamment le manque d'engagement, le manque de ressources, etc. Les obstacles qui restent sont le manque de compétences en interne, d'accompagnement en interne. Et ça, je vais faire un petit point un peu particulier là-dessus parce que ça concerne aussi les compétences en matière de durabilité et donc tout le travail que fait Ecolern. Et en parallèle de ça, restent certains objectifs contradictoires ou quand même parfois le manque d'engagement du top management. Le manque d'engagement du top management, il n'est pas forcément sur la RSE en général, parce que ça quand même, ça bouge, mais il est sur la compréhension d'enjeux précis. Et je disais tout à l'heure, quand on commence à toucher aux achats, potentiellement, on touche au business model. Je vais vous donner un exemple. Quand on s'engage sur du SBTI à avoir des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de moins 50, moins 60. J'ai même certains de mes clients qui sont à moins 70 de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et qu'on dit la part des achats dans les émissions de gaz à effet de serre, ça peut représenter parfois 70% du bilan carbone. Donc, en gros, il va falloir quand même beaucoup diminuer les achats. Enfin, diminuer les émissions de gaz à effet de serre des achats. Là-dessus, soit on arrête d'acheter, mais enfin, si on veut continuer à produire, arrêter d'acheter, c'est compliqué, soit on achète autre chose et autrement. Et moi, j'ai des clients où, par exemple, un client qui fabrique de la cosmétique, justement, et un de ses ingrédients phares, c'est de l'avocat qui vient du Pérou, etc. Et en fait, je leur ai dit, si vous voulez diminuer de 55% de vos émissions de gaz à effet de serre sur les achats, il faut arrêter l'avocat du... Enfin, genre, on arrête, en fait. Donc, c'est un peu caricatural et un peu provoquant quand je le dis comme ça, mais ça montre parfois que les changements qu'on va devoir imposer aux achats pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ils vont impacter le business model, ils vont impacter ce qu'on vend et ça va être drastique. Donc ça, c'est un premier point, qui peut être un premier frein. Le deuxième, je disais sur les compétences. En fait, et là, lors de la dernière journée des adhérents de l'Obsar, on avait fait un regard croisé entre nos observatoires côté Ecolern et puis celui qu'on fait à l'Observatoire des achats responsables. La double compétence, la double casquette achat RSE, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, la formation des acheteurs sur ces sujets est importante, mais la formation des COMEX sur des enjeux plus détaillés que je vous parle de RSE en général est un enjeu. La formation des directions développement durable ou des directions RSE, qui jusqu'à maintenant étaient des directions plutôt généralistes, avec des gens qui avaient alors souvent une grosse casquette reporting et puis une casquette un peu stratégie. Maintenant, quand on voit l'évolution qui va être nécessaire, on va avoir besoin au niveau des directions achats que les directions RSE elles soient en support technique sur des sujets environnementaux, sur des sujets d'éco-conception, sur des sujets de carbone, et donc d'avoir des compétences qui sont peut-être moins larges de RSE en général, mais beaucoup plus spécifiques et d'expertise. Donc ça, c'est un autre frein qu'on voit potentiellement, mais qui est une vraie opportunité dans l'évolution des pratiques. Et puis, je disais, les objectifs contradictoires, Serge parlait tout à l'heure du lien avec la DAF, en fait, parfois, on a quand même des acheteurs qui sont encore objectivés sur le fait de faire des savings économiques purs et durs, avec des gros pourcentages parfois, et qui peuvent venir en contradiction. Ou alors, on a des objectifs contradictoires, et ça, c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas, c'est des directions métiers et des prescripteurs, c'est-à-dire que l'acheteur, c'est pas l'acheteur qui a seul à sa main la direction achat. Derrière, il y a souvent un prescripteur, une direction métier qui va exprimer son besoin, exprimer ses contraintes. Et en fait, si eux-mêmes n'évoluent pas dans leur pratique et leur conception de leurs besoins, et ben en fait, les acheteurs, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, on a encore des freins internes de comment on aligne tout le monde et comment on met à disposition des acheteurs les compétences nécessaires. Et je rebondis peut-être sur ce que tu dis, Fanny. Effectivement, le premier point, et quand on a eu cette démarche d'être signataire de la charte responsable et après d'aller sur le label, le premier point, c'est une décision d'entreprise, c'est pas une décision de direction d'achat. Décision d'entreprise parce qu'il faut aligner un certain nombre de parties prenantes, dont les directions métiers techniques, qui, tu le soulignais, moi j'irais même jusqu'à doivent être formées. Parce que nous, elles sont partie prenante dans les décisions d'attribution des projets, notamment sur des investissements ou d'attribution business.
Et quand on arrive à se dire quels sont les critères qu'on prend en compte, il faut que tout le monde soit bien aligné sur il y a des critères effectivement ayant trait à la RSE qui sont pris en compte et qui pèsent. Ils ne sont pas juste là pour faire joli dans le tableau. Et ça, on ne peut le faire que s'il y a un minimum de compréhension aussi des enjeux côté des prescripteurs. C'est vraiment, je crois, un point fondamental pour que ça avance. Autrement, ça ne peut pas avancer. Et dans toutes les entreprises, il y a des freins. Il y a des personnes qui, ne sont pas avancées. Je reviens quand même sur ce que tu disais. Les acheteurs ont des objectifs encore économiques. Oui, si je prends mon exemple, chez moi, ils en ont encore. C'est quand même la base de l'essence du métier d'acheteur historiquement. Mais, et je rajoute un mais tout de suite, mais au même niveau de pondération, ils sont objectivés sur des éléments RSE. Et le message concret que moi j'essaye de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, ces deux critères sont dans les primes ont strictement le même poids et ont la même importance. Et on doit les concilier. Et ce n'est pas irréconciliable. On peut très bien faire des achats responsables qui, in fine, génèrent des économies. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut. Bravo, parce que c'est une belle illustration. C'est, à mon avis, assez pionnier et enfin, j'espère que ça ouvrira la voie à beaucoup de pratiques, mais je suis complètement d'accord pour dire que c'est. Et ça met le doigt sur, à mon avis, un élément. Alors, je souscris complètement à ce qui a été dit, et notamment Fanny, tu m'as enlevé les mots de la bouche, donc sur l'enjeu de formation, l'enjeu d'alignement en interne et de lutte contre les systèmes de silos. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Serge, et ça renvoie aussi à l'absence de compréhension de ces sujets-là. On est face à des sujets qui sont compliqués, qui sont nouveaux, qui sont inédits dans l'entreprise, et on ne pourra pas faire l'économie d'expliquer ça à tous les acteurs de l'entreprise, parce que sinon on va prendre des décisions qui ne sont pas éclairées, qui ne sont pas inscrites dans une compréhension d'ensemble. Et si on tire le fil effectivement de l'émergence de ces sujets sociaux environnementaux dans l'entreprise, ça lève plein de nouveautés, plein d'approches nouvelles, et il y en a un qui est prégnant, c'est le fait qu'on va devoir gérer une espèce de dichotomie, une dualité entre la performance financière et la performance extra-financière, les impacts, peu importe comment on l'appelle. Et cette dichotomie-là, elle est encore très, très mal résolue. Alors, c'est pour ça que Serge, je trouve que vous apportez une réponse qui est très encourageante, parce que pour moi, la meilleure façon de la gérer, c'est de la mettre à égalité, puis de gérer les arbitrages au cas par cas, mais de lui donner la même importance. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises où cette difficulté-là n'est pas résolue. Et on a encore un déséquilibre criant entre la prégnance de la performance financière et une gestion un peu diffuse, un peu précipiter des risques qui émergent de par l'émergence de ces impacts en retour. Et je vais prendre un autre exemple de l'évolution fondamentale qu'induit la montée du développement durable d'entreprise, c'est cet exemple du fait qu'on va devoir résoudre un dilemme entre la coopération et la compétition. La prégnance de la performance financière, la pression des marchés, enfin tout ce qu'on veut, fait que nous sommes dans un monde de compétition économique. On est les uns contre les autres, on doit se différencier, on doit être mieux disant, moins cher, avec une meilleure image de marque que ses compétiteurs. Quand on bascule sur la notion d'impact d'enjeu développement durable, c'est tout l'opposé. Pour résoudre le problème de réchauffement climatique, pour mettre fin à l'érosion de la biodiversité, pour redonner des conditions de vie décentes dans les chaînes de valeur, on n'y arrivera absolument pas seul. C'est trop compliqué, c'est trop immense. Ça ne peut passer que par de la coopération entre tous les acteurs qui sont impliqués. Et quand on tire le fil de ces deux manettes, on s'aperçoit que, à un moment donné, ça va coincer, parce que à quel moment le même acteur va décider entre je rentre dans la compétition, je dégage un avantage concurrentiel, quel que soit, par exemple, partager une zone d'approvisionnement et d'améliorer les conditions de rémunération, les conditions de résilience, je ne sais pas, d'un champ, d'un agriculteur, d'un élevage de cacao, d'avocat, peu importe, c'est aussi quelque part s'empêcher de tirer profit d'une différenciation compétitive, parce que tous les acteurs du marché auront les mêmes conditions d'accès à ce champ d'avocat, à cet agriculteur, et donc vous ôtez un élément de différenciation. Et donc, il va y avoir un raisonnement à porter plus haut niveau, de se dire
à quel moment j'arbitre pour la coopération, parce que je n'ai pas le choix, je n'y arriverai pas seul. Et quels sont les éléments que je dois garder dans un champ de compétition, parce que j'ai besoin malgré tout de me différencier, parce que mes produits que je mets sur les marchés ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de l'entreprise à côté. Merci Arnaud, merci à nouveau pour différentes prises de parole et prises de position sur le sujet. Je vous propose, puisque nous arrivons tranquillement sur la fin de ce webinaire, de basculer tranquillement vers le temps des questions-réponses, puisque le chat a été assez abondamment nourri de remarques et de questions. Avant cela, puisque l'enjeu de la formation a été mis en avant, nous aimerions vous parler de 2 parcours que propose Ecolearn justement sur la question des achats responsables en partenariat avec Buy Your Way, et je laisse Arnaud les présenter en quelques minutes. Merci Antoine. Et je parle sous le contrôle de Fanny qui connaît ces sujets-là, puisque c'est essentiellement eux qui nous ont apporté les contenus, les savoirs qu'on dispense. Donc 2 formations que nous avons construites en commun, une qui est digitale, une qui est présentielle. Donc là, je commençais par celle de gauche sur digital. Donc c'est un parcours de formation articulé autour de 5 grands chapitres qui durent à peu près une petite 50aine d'heures en ligne, mais qu'on étale sur plusieurs mois. Et l'objectif, c'est de vous faire naviguer à travers tous les pans d'une démarche d'achat responsable. Donc, avec premier chapitre de mise en contexte, de compréhension des enjeux, de l'évolution de ce qui est intervenu dans les chaînes de valeur. Et puis après, on va engager une réflexion sur le rôle de la fonction achat, sur la mise en place des différentes méthodes des achats responsables, tant sur volet gestion des risques dont Fanny parlait, et notamment le devoir de vigilance, qui est l'obligation française, qu'on mettra à jour avec la future directive européenne, que dans le volet plutôt innovation, gestion mise en exergue des opportunités, capacité à coopérer dans l'entreprise. Et puis un dernier chapitre qui est plutôt porté sur les projections, les grandes questions de fond que ces achats responsables mettent dans l'entreprise, la capacité à coopérer avec les autres acteurs internes, externes, et les fameuses parties prenantes. Donc ça, c'est la formation qui se trouve sur la gauche, avec des cohortes qui s'organisent à peu près tous les 2-3 mois. Et puis, on a décidé de faire une masterclass pour les personnes. Donc, cette formation digitale s'adresse à tous les personnes de la fonction achat qui veulent rentrer et maîtriser les codes de cette démarche particulière des achats responsables. Donc, une espèce de double casquette. Le métier, vous le maîtrisez, on apporte la dimension plutôt de durabilité. Et puis, on a donc cette formation à droite présentielle qui est en complément. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà et de faire de vous vraiment des experts des achats responsables. S'il fallait schématiser, ce serait dire, à gauche, vous serez un acheteur éclairé et habile dans la gestion de la démarche d'achat responsable. À droite, vous deviendrez le responsable, le directeur des achats responsables de votre organisation. Et donc, la prochaine session est prévue en novembre, en cette fin d'année. Merci Arnaud pour la présentation. Vous trouverez bien évidemment plus d'informations en cliquant sur les liens du syllabus ou sur le site internet directement. Nous allons pouvoir passer au temps de questions-réponses, puisqu'il y a eu de nombreuses questions dans le chat. La première question que j'aimerais poser était adressée spécifiquement à Fanny. J'imagine que Serge, Arnaud et Stéphanie, vous pourrez bien sûr compléter. C'était sur le niveau de discours qui fonctionne pour être entendu et passer à l'action. Puisqu'il y avait une question sur la corde émotionnelle. Est-elle efficace ou au contraire moralisatrice, culpabilisatrice? Quel est votre avis là-dessus pour parler aux dirigeants? Ça dépend. En fait, quand on fait de la conduite du changement, quand on fait du conseil et de la conduite du changement en général, pour pouvoir avoir une bonne stratégie de conduite du changement, il faut identifier quel est le levier qui fonctionne chez la personne qu'on veut faire changer. Et d'une personne à l'autre, ça va être totalement variable. Alors, quand on travaille sur ces sujets de responsabilité et de transition, il y en a à qui la peur, chez qui la peur fonctionne. Quand on travaille avec des neuroscientifiques sur le sujet, on se rend compte que c'est minoritaire, les gens chez qui la peur fonctionne. Parce qu'en fait, notre cerveau fait que quand on est en état de peur, il y a des travaux du Social Brain Institute là-dessus, notamment une neuroscientifique qui s'appelle Tama Karaki, qui maintenant travaille sur les enjeux de créativité et de mérite, mais en tout cas qui est passionnante sur le sujet. En fait, quand notre cerveau il est en situation de peur, il fait de l'économie d'énergie et donc il passe en mode réflexe. Et donc, business as usual. Donc en fait, la peur, elle fonctionne pas chez tout le monde et en fait, elle fonctionne assez peu dans la majorité des cas.
Donc, il faut trouver la corde qui fonctionne. Et la corde qui fonctionne, elle est dépendante des gens. Il y a des gens chez qui ça va être de leur parler de leurs enfants. Et nous, on travaille avec Spark News qui font des ateliers intergénérationnels qui fonctionnent super bien. Il y en a, ça va être de se comparer aux autres. Donc là, la Convention des entreprises pour le climat, ça va super bien. Ou des clubs de dirigeants. Il y en a, ça va être de mettre leurs pattes sur quelque chose. Enfin, en fait, il faut que vous identifiez quel est le driver, le levier de la personne que vous cherchez à convaincre. Et ça va être personne dépendant. Je suis désolée. Et donc, les stratégies vont être personne dépendantes. Mais la peur ne fonctionne pas. Les discours alarmistes dans le cadre de l'entreprise fonctionnent vraiment très, très peu. D'autant plus, on revient d'autant plus à business as usual en situation de crainte. Donc, il faut trouver les leviers. Alors, parfois, c'est financier, parfois, c'est compétitif, parfois, c'est émotionnel. Enfin, là, ça va vraiment dépendre des gens. Et là, c'est tout un métier, la conduite du changement sur ce sujet. Et pour dire un mot complémentaire, mais très bref, parce que je suis évidemment complètement d'accord avec ce que Fanny vient de dire, mais parce que nous on est en tant qu'organisme de formation, on est exposé particulièrement à cette difficulté à faire passer les messages sur des sujets qui sont compliqués et effectivement angoissants. Et donc complètement d'accord sur cet enjeu de trouver les déverrouillages individuels. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il est impossible d'aller plus loin si on n'a pas déverrouillé et si on n'a pas procédé à un alignement individuel et collectif, parce qu'il s'agit à la fois de travailler sur les individus distinctement, mais aussi de créer les conditions d'accueil et de collaboration à l'échelle d'un comité de direction d'une entreprise. Et donc, nous, on l'a vécu, hein, mais tant que vous n'avez pas franchi cette étape, et c'est très difficile parce que comme le précisait Fanny, ça dépend absolument de chacun. Donc, il faut trouver les clés d'ouverture des chakras de chacun. Mais tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, tout autre discours d'ordre rationnel est inaudible. Et donc, vous perdez votre temps, ça n'imprime pas et vous n'engagerez pas une action efficace parce qu'il y aura ces blocages émotionnels et personnels qui sont trop puissants pour détourner l'attention sur toute autre forme de discours rationnel. Ouais, et convaincre par les chiffres, ça ne marche pas, en effet. Si on n'a pas... Si on a switché d'abord. Pour rajouter, il y a peut-être un outil qui peut aider quand on doit quand même faire une présentation ou essayer d'aller convaincre une assemblée, en tout cas plusieurs personnes, un groupe, on va dire. Il y a le SWOT qui est pas mal pour ça, avec l'analyse des forces, des faiblesses, etc. Et en termes de conduite d'outils stratégiques de l'entreprise, ça peut quand même faire écho quand on est face à un groupe de personnes. Ouais. Là, je vous donne un exemple. On a construit pour Saint-Gobain Distribution un format de sensibilisation aux enjeux de la durabilité du bois. Et en fait, on les a emmenés dans la forêt. En fait, on a fait du jeu, on les a emmenés dans la forêt, on a fait venir des gens de FST. Enfin, l'idée, c'est qu'on avait justement ces différents leviers en même temps pendant une journée et demie. Donc, il y en a, c'est passé par le jeu, d'autres, c'est passé par la prise de conscience en voyant la forêt. Enfin, il faut en effet multiplier les drivers, mais le chiffre, ça ne marche pas. La peur, ça marche rarement. Et comme le dit Arnaud, si on n'a pas fait le déclic interne, on a du mal à avancer. Serge, un témoignage peut-être à l'intérieur de l'entreprise et du groupe Pochet sur comment sont vécues ces questions? Je ne peux qu'adhérer à ce qui a été dit. La peur tétanise. Donc, à partir de là, il n'y a plus de mouvement. Hein, c'est fini. Au sein du groupe Pochet, je dirais, c'est peut-être pas le bon exemple. Une entreprise qui a 400 ans, familiale. Les dirigeants se projettent sur il faut que l'entreprise continue à évoluer, il faut qu'elle continue à se transformer, parce que si elle n'évolue pas, si elle ne se transforme pas, elle n'existera pas. Or, il y a cette question de continuer à transmettre. Et je dirais, les dirigeants ont été recrutés sur cette base-là, donc ça facilite un peu les choses. D'accord, merci Serge. Une autre question rapidement qui a été posée dans le fil de vos réponses par Florence, c'est de savoir s'il existe, je retraduis, hein, Florence, dites-moi si je comprends bien votre question, s'il existe une fresque des achats responsables. Alors, il y en a plusieurs. Alors, Martin Gégaud chez GRDF, on a développé une en interne chez GRDF qui est super bien. Nous, on a développé un jeu qui s'appelle pas la fresque, parce que le nom fresque des achats responsables est déposé par quelqu'un qui ne l'a pas déployé. Donc, ça s'appelle pas comme ça. Mais
on a des jeux qui existent. La fresque pure et dure, type fresque climat contributive comme elle existe sur ce modèle-là, n'existe pas encore aujourd'hui. Je me dois de dire un mot sur une animation qui Colorn a créée qui s'appelle la boîte à impact, qui s'inspire de la système de gamification de la fresque, mais sur une approche un peu différente, c'est-à-dire que ça se joue en 2 temps. Premier temps, c'est qu'on va partir de la chaîne de valeur de l'entreprise, donc vraiment sur ces étapes amont-aval, comme tu le précisais Fanny dans une question qui a été posée, et on va y porter dessus une appréciation des grands risques environnementaux et sociaux qui existent à chaque étape de sa chaîne de valeur. Et la deuxième étape, c'est de réfléchir en termes de risques et opportunités. Donc, c'est pas focalisé sur les achats, c'est vraiment sur la stratégie d'entreprise dans son ensemble, mais ça révèle l'importance de la chaîne de valeur. Et donc, c'est adapté à peu près tous les cas d'application en entreprise. Et donc, si ça vous intéresse, on peut vous la faire découvrir. Donc, la boîte impact. Il y a également le jeu Achat responsable qui a été développé en partenariat avec l'Obsar et le CNA, le Conseil national des achats. Et ça, vous pouvez vous rapprocher de l'Obsar. On a toutes les informations, ou même pour l'organisation de sessions chez vous en interne. Ouais. Merci pour vos réponses. La question suivante se portera un petit peu vers l'avenir, sur ce qui pourrait se passer dans les années futures. Et je rebondis là sur quelque chose que nous partageait Serge lors d'un témoignage. Il disait comment est-ce qu'on peut se réinventer en tant qu'entreprise pour aller chercher peut-être des choses qui n'existent pas encore dans des filières de recyclage qui viennent de se créer, qui sont en train de se développer. En un mot, l'enjeu, le défi était d'aller chercher de l'innovation chez les fournisseurs. Est-ce que Serge, tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Et bien évidemment, Fanny, Arnaud, Stéphanie, vous pourrez compléter ce point-là. Je vais en profiter pour donner un exemple d'achat responsable qui est moins onéreux. Typiquement, quand on transforme le sable et nos matières premières pour faire un flacon de parfum, on utilise nos propres rebuts, nos verres, ce qu'on va appeler du PIR, donc notre rebut industriel. Et tout l'enjeu, en fait, en partenariat avec un client, Chanel en l'occurrence, pour les 100 ans du flacon numéro 5, et un de nos fournisseurs de matériaux recyclés a été chercher ce qu'on appelle du PCR, c'est-à-dire du verre issu du consommateur final, donc du verre ménager, le fameux verre bouteille que tout à chacun peut mettre dans un conteneur à bouteille. Bon. Ce verre, si on l'utilise nous tel que dans nos fours et qu'on le mélange au reste de la composition verrière, le verre ne ressort pas transparent et nous on cherche justement un verre transparent qui brille tel que pouvait l'être le cristal autrefois. Donc en fait dans cette masse de verre ménager, avec le fournisseur, on a co-investi sur des machines de tri pour aller chercher les quelques pourcents, et c'est même pas des pourcents, de verre transparent présentant les caractéristiques chimiques qui nous permettent de l'intégrer dans notre four et pour arriver à un produit in fine qui contient 15% de verre recyclé. Donc cette filière n'existait pas, hein. Donc on l'a complètement développée à la fois avec ce partenaire et avec Chanel. Donc on arrive à un flacon numéro 5 qui contient 15% de verre recyclé issu du verre ménager. Et ce qu'il faut voir, c'est l'impact derrière. 15% de verre recyclé, c'est de l'énergie consommée en moins, parce qu'en fait, il y a besoin de moins d'énergie pour fondre du verre déjà transformé que la matière qui la compose. Et pour nous, concrètement, sur une année, c'est 3600 tonnes de CO2 en moins rejetées. Et c'est 7500 tonnes de matière en moins achetée, matière vierge, donc de l'extraction en l'occurrence, hein, toutes les matières qui… Et c'est un bon exemple en fait on a réussi à monter une filière qui n'existait pas, et ce, avec un client et avec un fournisseur. Et deux, in fine, on fait des économies. Alors, c'est quelque chose qui, et je rebondis sur ce que disait Arnaud, coopération, compétition. Alors, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas forcément ouvert après parce que les quelques pourcents de verre qu'on récupère dans le calcin ménager, c'est des milliers de tonnes pour nous, hein, qu'on intègre dans nos fours, mais le gisement n'est pas non plus si important que tout le monde puisse en bénéficier. En tout cas, avec les caractéristiques chimiques qu'on attend, par contre, d'autres secteurs d'activité qui ont
des besoins peut-être de transparence un petit peu moins élevés, bénéficient complètement de la technologie qui a été développée et mise au point. Voilà. Donc, un exemple concret de ce qui n'existe pas, qu'on cherche, et ça a mis quand même 2 ans, ça a nécessité 1 million d'euros d'investissement à peu près au total entre l'ensemble des partenaires. Et au final, on a quelque chose qui impacte très positivement et qui a un poids économique vertueux pour l'entreprise. Et actuellement, on cherche d'autres filières sur des aimants recyclés, sur plein de choses qui aujourd'hui, quelque part, sont à l'étude, sont en genèse, mais ne sont pas en vie-série, comme on dit. C'est pas quelque chose sur étagère. Très intéressant. Merci Serge. Des points de vue à compléter sur le sujet, Fanny, Arnaud ou Stéphanie? On passe à la question suivante. Les derniers points de Serge est vraiment important et quelque part, une expression un peu triviale, mais c'est là que se situe le nerf de la guerre. C'est-à-dire que tant qu'on n'ira pas chercher, qu'on n'exploitera pas ce que l'on appelle la mine urbaine, tout ce qui a déjà été extrait, transformé, etc., pour le réinsérer dans des boucles industrielles, mais ce sera compliqué pour les entreprises. Voilà, là, on voit bien que le groupe a eu besoin de travailler en collaboration avec les recycleurs, avec le collecteur, avec les centres de tri. Voilà, il y a tout un nouveau écosystème aussi à créer. Et puis, même la question interfilière. C'est vraiment pour aller chercher la matière, la massifier, la transformer. Et puis... Merci Stéphanie. Une dernière question qui a déjà été soulevée dans le chat, qui à mon avis dans le futur sera visiblement très importante au vu de ce que vous nous avez partagé ce matin tous les 4, c'est l'enjeu de collecte des données. Quelles évolutions futures voyez-vous là-dessus? À quel point ce sera prégnant pour restructurer la filière achat? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui, à votre avis, attend la filière achat sur la question de la gestion de la data? Il y a juste un tout petit focus. Moi, j'attire ici l'attention des acheteurs, justement sur la question de la data, notamment sur les outils, je dirais, étrangers ou qui pourraient arriver, notamment américains, parce qu'on sait qu'avec la loi Cloud Act, etc., eh bien, quelque part, les données leur appartiendront. Donc, voilà, j'appelle juste un point de vigilance sur les entreprises, sur le choix de l'outil qu'ils feront, des outils qu'ils feront et de la conservation, stockage des données. Voilà. C'est juste un petit focus. Et sur quelles données il va falloir stocker? En fait, déjà aujourd'hui, ne serait-ce que la donnée achat pure et dure, c'est-à-dire combien j'achète, à qui j'achète, et dans des très grosses entreprises, déjà pas clean aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients aujourd'hui avec lesquels je commence à travailler et pour qu'ils soient capables de me donner des chiffres sur concrètement qu'est-ce qu'ils achètent et à qui, ça peut prendre 3-4 mois à consolider. Enfin, c'est pas j'appuie sur un bouton et je sais. Donc déjà, juste la donnée achat pur et dur, entre guillemets. Et ensuite, va se greffer à ça toute la collecte et la gestion de la donnée de la performance RSE du fournisseur. Est-ce qu'il a été audité ou pas? C'est quoi les résultats d'audit? On en est où sur le plan d'action, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai mis comme critères dans mes cahiers des charges? Est-ce que tous mes appels d'offres ont des critères RSE? Quelle part, etc., etc. Et puis, on n'a pas trop parlé CSRD, mais il va y avoir du reporting à faire sur tout ça. Et puis, la collecte des données émissions de gaz à effet de serre, je vous ai mis un article dans le chat, mais on veut collecter de la donnée matière, de la donnée physique, si on veut être précis sur ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, il va falloir qu'on collecte des transports, enfin des kilomètres parcourus, des types de transports, des quantités de matière, des volumes. Et donc, en fait, cette quantité de données à gérer est énorme. C'est-à-dire qu'on ne gère plus uniquement des flux financiers, on va gérer des tas de données différentes. Et aujourd'hui, les outils qui permettent de faire ça, ils n'existent pas ou pas encore, il faut les développer. Les directions achats qui sont capables d'absorber ces projets énormes, c'est pour l'instant très compliqué. Et donc, pour moi, c'est un vrai enjeu et un vrai sujet sur lequel il va falloir se pencher parce que la quantité de données et les typologies de données à remonter, c'est pas rien. Et alors, je sais que Serge, sur les plans d'action, vous avez commencé à faire des choses, mais il y a encore beaucoup à faire, quoi.
Ouais, la data, de toute façon, ça a toujours été le nerf de la guerre et ça a toujours été aussi la problématique. Avant de commencer toute action, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même une évidence, avant de commencer toute action, il faut faire l'état des lieux. Bon, l'état des lieux qui permet de savoir où on est pour savoir par rapport à son objectif quel chemin on va emprunter. Or, pour faire l'état des lieux, il faut la data. Et la data aujourd'hui, dans des grands groupes, c'est compliqué, mais même dans des ETI, c'est compliqué. Moi, je suis dans une ETI où il y a 14 entités. Ces 14 entités n'ont pas toutes les mêmes systèmes d'information. Et le meilleur ami de l'acheteur pendant très longtemps a été Excel. Sauf qu'Excel, aujourd'hui, ça ne marche plus. On ne peut plus se permettre d'avoir des fichiers Excel dans tous les coins, quand bien même on les partage. C'est juste improbable. Nous, on a 3 systèmes d'information différents. On vient rajouter un SI achat, on vient rajouter des outils de gestion de risque, on vient rajouter des outils de compliance, de notation de nos fournisseurs, etc. etc. Et là, on vient de rajouter, nous, au-dessus de tout ça, une BI. Et effectivement, la BI va nous permettre d'adresser tous les systèmes pour collecter la data et l'éclairer. Par contre, la difficulté qui est juste derrière, une fois qu'on commence à avoir de la data, et qu'on l'éclaire, c'est comment on l'éclaire. Parce que s'il y a des financiers parmi nous, je ne leur apprendrai pas qu'on l'éclaire comme on veut, la data. On lui fait dire ce qu'on veut, le même chiffre, on lui fait dire à peu près ce qu'on veut. Donc, ça vient juste encore derrière cette exploitation de la data, quel modèle on utilise, comment on la critique. Parce que moi, depuis qu'on a déployé notre système BI, en fait, on est noyé maintenant sous la data. Et on n'a pas fini, puisque comme Fanny le disait, il va falloir qu'on intègre d'autres données venant de nos fournisseurs sur ce qu'on achète pour voir l'impact effectivement que ça a et tout simplement réaliser les bilans carbone des produits qu'on vend à nos propres clients. On se retrouve avec des données de plus en plus fiables, et ça, ce n'est pas toutes les entreprises, mais nous, on met les moyens pour faire en sorte que les données soient fiables. Elles ne seront jamais justes, par définition, mais elles seront plus fiables. Mais se pose vraiment la question de comment on les exploite et comment on les éclaire. Alors peut-être avec l'intelligence artificielle qui pousse de plus en plus fort, mais là, pour l'instant, on n'en a pas fait l'expérience chez nous. Merci Serge d'ouvrir avec cette dernière perspective. Je vous propose de terminer ici le tour de questions et réponses. Merci pour les éclairages, les témoignages que vous avez continué à apporter. Nous arrivons tranquillement, mesdames, messieurs, à la fin de notre webinaire. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous donnons rendez-vous pour le dernier webinaire d'actualité durable proposé par Ecolearn de la saison 3. Il aura lieu sur le mois de juillet. Vous pourrez vous inscrire quand vous recevrez les slides. Je invite aussi également l'Obsar et Buy Your Way, si vous avez des actualités à partager, c'est le moment qu'on sache un petit peu ce que vous avez en cours de route et sur quoi les participants pourraient se greffer si les sujets les intéressent. Stéphanie, Fanny, un mot à dire? Oui, alors surtout, j'invite chacune et chacun à nous rejoindre au sein de l'Obsar, puisqu'aujourd'hui, nous avons vraiment des ressources à diriger vers nos adhérents, avec un portail qui vous est consacré, et puis vraiment de la bibliographie, de la vidéo, des parcours formation, spécialement pour vous en adhérant à l'Obsar. Peut-être dire sur les nouveautés, nous venons de réactiver les groupes de travail. Fanny pourra en dire peut-être un petit peu plus, notamment le groupe de travail achat circulaire que j'ai le bonheur d'animer, et puis le groupe reporting et indicateur achat responsable qui est piloté, lui, par Fanny. Donc, n'hésitez pas, nous avons notre site Obsar et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous accompagner. Merci Stéphanie. Fanny, pour compléter? Oui, alors en effet, le groupe achat circulaire, on a aussi un groupe de travail sur les émissions de gaz à effet de serre. Forcément, je le disais, c'est le sujet clé. On va lancer notre prochain baromètre avec donc là j'ai ma casquette Obsar, avec un timing un peu plus long que d'habitude, puisque d'habitude vous aviez les résultats en février, et là on est en train de le refondre complètement, donc le prochain sortira en juin 2024, donc dans un an à peu près. Donc si j'enlève ma casquette Obsar et que je mets ma casquette Buy Your Way, donc je vous le disais, on fêtait nos 10 ans et on va
faire un événement en fin d'année où le but est justement, et pour rebondir sur ce que disait Arnaud, sur la collaboration, d'essayer de faire discuter des ONG et des entreprises sur le sujet du devoir de vigilance. Donc, on est en train de monter ça pour la fin d'année. On aura différents événements aussi, notamment des petits déjeuners un peu techniques au sujet des émissions de gaz à effet de serre. Donc, toutes nos actualités de Bayer sont sur LinkedIn. Vous pourrez retrouver ces prochains événements à partir de septembre. D'ici là, on part en vacances. Exactement. Profitons d'abord de l'été. Merci beaucoup, Fanny. Serge, un dernier mot à nous partager? Très heureux d'avoir partagé 2-3 expériences avec tout le monde et je l'ai souvent dit, mais on est très fiers au sein de Pochet de fêter nos 400 ans cette année, et donc on a fait pas mal d'événements sur nos différentes usines, avec nos fournisseurs, avec nos clients, et d'ailleurs vous pouvez les voir sur LinkedIn. On a publié 2-3 petites choses. C'est sympa. Merci, Serge. Arnaud, le mot de la fin? Bien non, il me revient alors de remercier à la fois nos intervenants pour leur prise de parole avec des angles différents, très riches, sur des sujets qui sont très compliqués. Donc, et je pense que l'histoire, enfin, je parle encore une fois sur leur contrôle, mais l'histoire n'est pas écrite. Hein. On sait pas forcément où on va, comment ça va se passer, à quelle vitesse, etc. Mais il ne faut pas se décourager, et en tout cas, on voit des belles réalisations. Et merci Serge d'avoir témoigné sur ce qui me semble être quand même une démarche assez engagée et inspirante, et comme Fanny peut les accompagner chez d'autres clients. Donc merci aussi à nos participants là, qui ont suivi ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé la réponse aux questions que vous posiez au début. Et puis, on a nous-mêmes pas mal d'actualités. On va aussi souffler un petit peu pendant cet été pour recharger les batteries. Et on aura pas mal de choses à partager avec cette idée de vous aider à décortiquer ce qui se passe. C'est un sujet compliqué qui prend des formes très polyformes dans l'entreprise. Et on le fait avec pas mal d'humilité parce qu'on n'a pas du tout la prétention d'avoir réponse à tout, mais on essaye au moins de vous aider à comprendre tout cela. Merci Arnaud. Je rebondis sur cette phrase. Vous avez quelques contacts là, si vous souhaitez prolonger les échanges avec Ecolearn, Buy Your Way ou l'Obsar. Nous vous donnerons aussi d'autres ressources dans le mail replay puisque vous recevrez les slides et le replay de ce webinaire. Il me reste, comme disait Arnaud, à vous remercier. On espère qu'on vous aura donné quelques pistes, de l'eau pour votre moulin, pour réfléchir à ce qui nous attend dans le futur. J'adresse un remerciement sincère à Serge, Fanny, Stéphanie et Arnaud. Bravo aux 10 ans de Buy Your Way, aux 400 ans du groupe Pochet. Merci pour la franchise de vos réponses, d'avoir répondu également dans le chat, d'avoir partagé des ressources. Je suis sûr que nos participants et participantes ont trouvé là de la matière pour nourrir leurs réflexions. Retenons que l'acheteur est un responsable des ressources externes et que les achats occupent une place fondamentale dans l'entreprise, car changer les achats, c'est changer le business model. On va certes devoir résoudre un dilemme entre coopération et compétition, et pour cela, nous y arriverons ensemble, comme le disait Serge, en travaillant avec les clients et les fournisseurs. Alors, ayons cette ambition, allons-y avec de l'énergie, de l'espoir, sans faire parler la peur, et surtout, on arrête d'acheter l'avocat du Pérou. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique été. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres webinaires d'Ecolearn et de nos partenaires. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ecolearn. À très vite.